Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un hobby Japan. On va sauter un petit peu dans le temps par rapport à ce que je vous ai proposé jusqu'à maintenant. Parce que tout simplement je n'ai pas les exemplaires des années 90 sous la main, mais là on a quand même un beau numéro. Un beau numéro que j'avais ramené avec moi dans le sud de juin 2002. Voilà, donc mine de rien cet exemplaire là a quand même un petit peu plus de 20 ans. Donc c'est pas mal. Et j'aime bien la couverture parce qu'il présente un de mes Aku 2 que j'aime le plus, le F2 si je me trompe pas. Et il venait de sortir en Master Grade à l'époque. Si vous ne le savez pas, il s'agit en fait de la version du Zaku 2 qu'on voit dans Gundam 0083. Il présente quelques différences avec les Zaku 2 d'autres séries et d'autres titres de Gundam, notamment ici au niveau du torse. Et vraiment c'est un très très beau design. En tout cas, donc ce numéro de juin 2002, qu'est-ce qu'il nous réserve? Alors, là, ça concerne des conseils pour améliorer, comment dirais-je, le montage et l'application des pièces, on va dire. Là, par exemple, un truc tout bête pour éviter d'avoir les pièces coincées, parce qu'elles sont vraiment faites pour être vraiment, voilà, quand vous mettez deux pièces ensemble de Bandai pour un Gundam, la plupart du temps c'est un peu difficile à enlever. Là il propose d'utiliser, quoique c'est un peu dangereux, un cutter, une lame pour pouvoir ouvrir les deux pièces. Je conseille pas trop ça. Je vous ai montré comment faire avec un gros X-Wing de Revell, avec un pouce réticule qui est donc un objet qui est fait pour la manucure, on va dire. Et ce qu'il propose, c'est de couper en biseau en fait les tétons là, ces pièces qui normalement vont à l'intérieur des autres pièces femelles là. Et ça permet de réouvrir plus facilement, puisque de toute façon quand on fait ces trucs là, la plupart du temps on colle les pièces, on ne se contente pas de les monter, quoique avec les modèles récents c'est quand même bien pratique de ne pas avoir à coller. Là ils indiquent comment améliorer justement sur de très très vieux kits les espèces d'entrées d'air là avec les évents qu'il y a sur le torse du RX-78-2, et notamment comment l'ouvrir, hein. Voilà. Là apparemment c'est pour ouvrir des pièces sur une carrosserie, je pense même que c'est pour la Subaru Impreza. Là c'est pour faire les canons, parce que souvent vous avez notamment avec les Warhammer, hein, mais apparemment c'était le cas aussi pour certains kits Bandai. Vous avez des canons et puis il n'y a pas le fût du canon, donc il n'y a pas de trou, donc ça indique comment le faire avec des perceuses manuelles. Là comment arranger finalement une courbe. Ici comment reprendre des pièces transparentes. Là avec donc j'imagine que c'est la microfibre avec peut-être de la Tamiya Compound, voilà, la Compound ici, qui permet donc de reprendre les rayures ou de poncer les pièces transparentes. Et une fois que c'est fait, on passe un coup de vernis brillant et on retrouve la limpidité et la transparence de la pièce. En théorie, c'est notamment ici surtout conseillé pour le cockpit de la Valkyrie de Hasegawa qui, comme vous l'avez vu sur mes vidéos, a ce défaut d'avoir une ligne de moulage ici juste au milieu, et ça pose quand même énormément de problèmes. Là j'ai jamais compris exactement ce dont il s'agit. Est-ce que c'est de la cyanoacrylate, à savoir de la super glue qui est mise pour certaines pièces d'articulation? Sincèrement je ne sais pas. Mais vu qu'il propose ici de mettre du latex avec du masking sol ici, ça m'a tout l'air d'être de la colle blanche. Je pense en fait que c'est pour raffermir
les pièces articulées, notamment avec les polycaps. Et je conseillerais plutôt ce genre de choses que de la cyano, si c'est bel et bien de la cyano. Là, c'est pour remettre en état des polycaps. Apparemment, ils ont des produits qui permettent de coller ces choses-là. À mon avis, ça n'existe pas en France, mais je me trompe peut-être. Là, c'est pour faire du pinning. Voilà. Et donc, ça permet de remettre notamment en place les pièces de bassin qui ont souvent tendance à casser dans les vieilles maquettes de Bandai comme ça. Et il propose de faire la même chose pour les pièces transparentes, étonnamment, de sabre. Et là, c'est quoi? C'est pour couper différents outils, avec notamment ici des scies en photo découpe dont je vous ai déjà parlé, je crois. Ici, comment donc entretenir sa lime en métal avec une vieille brosse à dents ou carrément une lame. Là, comment rattraper une gravure qui s'est mal déroulée, j'imagine, ou peut-être en rajouter. Là, donc bon, c'est pour mettre de la poutille sur des pièces. Ça, c'était encore d'actualité il y a 20 ans, mais avec les kits de maintenant, un peu moins, ce qui est pas plus mal. D'ailleurs, j'en profite pour indiquer que la bonne nouvelle du moment, c'est que la Tamiya Putty, qu'elle soit blanche ou de base, donc grise, est de nouveau autorisée à la vente en France. Ça, c'est une super nouvelle. Donc, n'hésitez pas à la demander à vos magasins préférés de maquettes. Vous en aurez fortement besoin. Là, donc plutôt polyester putty pour rajouter des formes ou justement combler deux espaces entre deux pièces. Là, rajouter de la matière avec de la carte plastique pour alourdir, on va dire, les formes peut-être. Là, il montre plutôt pour un zaku, là donc pour faire une cuisse un petit peu plus épaisse, là pour remettre en état un bouclier. Là, pour une main, peut-être pour la remettre en état. Voilà, de bons conseils, quoi. Là, pareil, pour justement reproduire une tête ou une forme. Là, alors c'est assez étonnant, j'ai jamais compris ça. Ils utilisent de la polyester putty pour reproduire un dessin sur papier. Et à partir de quelque chose qui est en 2D, ils arrivent à sculpter. Alors ça, c'est une méthode que je ne connais pas et qui m'échappe totalement, mais ça peut être sympa. Là, pour faire, j'imagine, peut-être des détails avec de la carte plastique pièce par pièce. Est-ce qu'il y a la suite là? Non. Là, pour faire une forme en L, il conseillait fortement de renforcer la ligne qui relie justement ces deux morceaux. Là, colle ABS, rappelons que tous les plastiques ne se valent pas et surtout toutes les colles ne peuvent pas coller tous les plastiques. Donc une colle pour polystyrène comme la colle pour maquette vendue par Revell, LR ou quoi, attention, voilà, ça ne colle que le polystyrène, ça ne collera pas l'ABS, le PVC ou quoi. Donc veillez à bien utiliser les colles qui vont bien, hein, voilà. Ici, j'avoue que je ne vois pas trop ce qu'il en est. Là, ça c'est bon aussi à savoir, c'est entretenir les pots et éviter que ça se bouche et que ça ne puisse plus s'ouvrir parce que vous aurez laissé de la peinture sur le bord du pot, ce que je fais trop souvent. Là, comment nettoyer un aérographe? Qu'est-ce que c'est que ça? Encore de la gravure. Là, pour poser des autocollants, des transferts à sec. Là, je ne vois pas de quoi il s'agit. Là, il s'agit de nettoyer des pièces chromées qui n'iraient pas et remplacer ça par d'autres peintures métalliques. Alors, il y a 20 ans, le choix n'était pas énorme, même s'il commençait à y avoir des trucs sympas.
mais à part l'Alclad, il n'y avait rien. Et maintenant, vous avez un choix de fou, toutes marques confondues. Et autant avant, il n'était pas possible d'avoir un chrome aussi parfait que celui de l'Alclad maintenant. Je dis pas que c'est possible, mais il y a des équivalents. Et avec des vrais acryliques et pas des trucs qu'on peut pas toucher, qu'il faut laisser sécher pendant des semaines. Donc là, je dirais pas que les conseils sont pas bons, c'est juste qu'ils sont plus d'actualité. Là, j'avoue que je ne vois pas. Le masquage, voilà, vous le savez, c'est un exercice que je n'aime pas trop, surtout avec le masking tape de Tamiya, qui au Japon, j'imagine, doit être pas cher, mais en France, c'est beaucoup trop cher. Tout à l'heure, je parlais de transfert à sec, en fait, c'est là. Et là, notamment, c'était surtout valable pour les kits de Pat Labor, qui avaient ce genre de choses. Là, des pièces cassées à réparer. Là, donc j'imagine que c'est soit des décalcos, soit des transferts à sec pour rajouter des détails ici autour de canon, mais aussi des marquages. Là, je vois pas les level of thinner. Ça, c'est plutôt pour les vernis. Là non plus, je ne vois pas. Là, c'est plutôt du matos pour les garage kits, donc j'imagine plutôt résine. Donc encore une fois, polyester putty par rapport à de la putty normale. Là, de la pâte bicomposante avec notamment des méthodes de pinning très intéressantes. Ici, vous voyez pourquoi il y a une croix. C'est simplement que si vous mettez, par exemple, une jambe et que vous voulez faire du pinning pour qu'elle tienne bien, vous faites des traits sur la jambe. Vous cassez, si vous l'avez collé, ou vous déboîtez la pièce, vous faites des traits avec les traits que vous avez fait sur la pièce quand elle était encore jointe. Vous obtenez un centre, la rencontre des deux traits, et normalement, là où c'est creusé, et ben ça correspondra exactement à l'autre endroit où vous pourrez creuser et mettre une tige, et donc relier les deux pièces parfaitement. Voilà. Et là c'est pour, pareil pour les garage kits. Là c'est pour remplir, j'imagine, des pièces notamment en soft vinyle. Ce que je ne fais jamais, j'avoue. Là je ne vois pas, là c'est comment ranger ces pièces. Alors moi j'ai pas la place de faire comme ça. Mais de toute façon, quelle que soit la solution que vous adoptez, faut bien comprendre que si vous ne faites pas un espace de rangement avec des modules qui sont absolument identiques, bah, entre guillemets, ça servira pas grand chose. Il faut que ce soit vraiment à chaque fois la même taille. Et comme les maquettes sont très variables, et ben, ça ne s'applique vraiment que par exemple si vous faites des kits de Gundam ou un 144 ou un centième ou quoi. Mais ça se complique tout de suite avec des dioramas et d'autres choses. En tout cas, moi j'ai rien vu de mieux que mes boîtes en bois, c'est juste que c'est compliqué à déplacer. Alors voilà, le fameux Master Grade du Zaku 2 F2. Voilà. Avec de très très belles couleurs. Donc d'ailleurs un peu différent de ce qu'il y a sur la boîte. Je sais plus si je vous l'ai présenté, normalement oui. Très très beau modèle. Et donc là il montre le montage et les modifications apportées à ce modèle qui est présenté donc dans ce numéro de juin 2002 de Hobby Japan, avec notamment des détaillages des jupes qu'on verra à peine, mais bon. Là, peut-être désépaissir apparemment les bras. Ici, modification aussi des jambes, avec, d'après ce que je vois, une articulation un petit peu moins prononcée sur la version finale. Là, vous voyez, par exemple, c'est des espèces de pistons. Ça,
ce qui remplace certainement par des pièces métalliques. Cela dit, c'est plus solide. Vous pouvez mettre de l'aluminium autocollant, dont je parle très très souvent. Ça évite de peindre. Et comme c'est du vrai aluminium, ça bougera pas, quoi. Enfin, ça bougera pas. Ça bougera pas autant que si vous aviez peint la pièce. Là, j'allais dire les accessoires, mais oui. Donc lance-missile, bazooka, flingue, Hit-Hawk. Et on passe ensuite au XS Gundam, le Super Gundam. Je pense pas l'avoir celui-là en HGUC. Je vous l'ai présenté en Master Grade, une très très grosse boîte, une énorme mobile suit issu de Gundam Sentinel. Et très clairement, la maquette des années 80 était très bien, mais en HGUC ça tue tout, quoi. Là, les nouveautés du mois avec en Master Grade, ils annoncent le Shining Gundam. C'était une révolution à l'époque, hein, parce que les articulations, c'était des trucs de fou, ça rendait vraiment hommage à la série G Gundam. Et je crois qu'on n'a pas fait mieux depuis. Étrangement, RX 178 Gundam Mark II violet, mais ça c'est parce qu'en fait c'était la couleur du plastique des, des échantillons qu'il a certainement dû recevoir Hobby Japan. Mais ce qui m'amuse, c'est de voir qu'à l'époque, en tout cas, il y avait eu un 144 que ces trois modèles-là, donc le vieux RX 178 ou un 144, la version qu'ils avaient appelée High Grade à l'époque, avec du système injection où les pièces étaient de deux couleurs différentes sur une même grappe, et enfin donc la version HGUC de 2002, j'imagine. Donc on voit quand même l'évolution. Ça c'est très bien, ça c'est quelque chose que faisait systématiquement Dengeki Hobby Magazine et pas trop Hobby Japan. Le Valvalo, je pense que je vous l'ai présenté en High Grade Mechanics. DSD, comme quoi vous voyez que ça date pas d'hier. Le DOP que je vous ai déjà présenté, celui-ci je ne l'ai pas, donc je risquais pas de vous le présenter. Le RGM C79CGM en Master Grade, celui-là je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. À l'époque, il sortait aussi des têtes de Mobile Suit pour l'univers Gundam, qui était l'exacte réplique de ce qu'il y avait en Master Grade, sauf qu'on pouvait éclairer les yeux et fallait mettre une petite pile et tout ça. Il sortait ça par 3, voilà, et on remplaçait la tête de son Master Grade normal. Et apparemment il y avait une version pour éclairer les doigts des Shining Fingers, donc de Shining Gundam ou du God Gundam. Bigro et Helmet, alors ça c'est vraiment des designs qui font battre le petit cœur des fans de Gundam de la première heure, mais pour nous c'est vraiment un design vraiment franchement horrible. Sinon Gundam Fix Figuration, il faut quand même que je vous présente ces trucs là un jour. Là ça concerne donc le GP02, voilà. Et Gundam Fix Figuration, c'est entre guillemets des jouets de collection avec des redesigns de Hajime Katoki et 144 qui sont absolument superbes. Et il sortait apparemment le RX78-2 en version transparente, d'après ce que je vois là. Sinon Gundam Express, pour qui se concerne un petit peu de tout, donc Mobile Suit in Action, ça avait beaucoup de succès à l'époque, alors que la gamme Mobile Suit in Action EMEA avait débuté aux États-Unis. Là, ce jouet-là, je ne sais plus si je vous l'ai présenté, mais il y avait donc des figurines qui étaient sorties. Là, c'était le Zaku de Gundam Origin, quand même de sacrées différences avec le Zaku de la série animée, et qui est d'ailleurs toujours aussi superbe. Si je ne vous l'ai pas présenté, il faudra que je le présente un jour. Des Gashapon, petite version du Gundam en veux-tu en voilà. Les sorties, j'imagine qu'à l'époque c'était surtout DVD. Le jeu sur PlayStation 2. Ça, je sais pas trop, peut-être la rubrique des lecteurs ou comment photographier son gunpla.
Donc le RGM 79C qui sortait à cette époque-là, parce qu'en fait à chaque fois qu'ils font des maquettes de chez Bandai, mine de rien, ils revisitent le mecha design tel qu'il est proposé dans une série ou quoi, et ils refont les dessins et les formes pour pouvoir tout simplement détailler leur propre version, quoi, et faire en sorte que ce soit viable. Parce que s'ils se basent que sur les dessins de la série originale, je ne vais pas dire qu'ils iraient pas bien loin, mais ça serait un peu compliqué de faire une maquette à l'identique. Donc les parts genre noir et blanc, d'habitude ça se répète un petit peu, ou c'est des pubs. Là ça annonçait les nouveautés chez Hasegawa, les maquettes Macross, c'était un peu récent chez Hasegawa, à peine 2 ans. Mais voilà, les Batroid Valkyrie en 2002, ça je vous en ai présenté. Le YF-19 de Macross Plus, ou 1.72. Gundam Weapons qui se complétait de mois en mois. Là, c'était sur donc le RX-78-2 et le Gun Cannon. Là, c'était sur le GP03. Ici, encore une fois, Gundam Fix Figuration et Gundam Fix Box. The Works of Katoki Hajime. Là, on sort enfin de l'univers Gundam avec du Hellgame. Il faudra que je vous présente aussi du Hellgame un de ces jours, quand même. Heavy Metal Hellgame, New Century. Avec le Batshu. Et si ce nom-là vous fait penser au Vashu, qui est dans 5 Star Story, c'est normal, puisque le design est aussi de Mamoru Nagano. Et là, on a quelque chose qui est proche du Heavy Metal Hellgame, mais c'est le Batshu. Là, ils indiquent comment ils l'ont fabriqué. Parce que si je ne me trompe pas, il n'existe pas dans le commerce en fait. Ensuite, il y a ce modèle-là. Alors, je suis désolé, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Et je ne lis pas le japonais. Il allait sortir en high grade, effectivement. Le Hellgame, le voici. Je l'ai en jouet, je l'ai en maquette. On verra ça un de ces quatre. La VF1D Valkyrie ou un 72 je sais Hasegawa. Voilà. Fort sympathique, sauf que là il montre un pilote dedans. Je crois qu'ils n'en avaient pas sorti à l'époque chez Hasegawa, mais par contre vous noterez que c'est la vieille figurine ou un 72 qui était sortie, j'imagine, chez Imai, et qu'il n'y a pas Minmay dans le cockpit. Hein, voilà. Mais c'était une édition limitée qui à l'époque en plus était proposée avec de la photo découpe. Le YF-19, donc 1.72 d'Hasegawa. Là par contre, Hasegawa fournissait le pilote pour cette Valkyrie de Macross Plus. Là on a du Patlabor, c'est le 3e film, et qui s'appelle en fait Wasted 13. Voilà, Wasted 13. Et là donc c'est un Ingram contre cet horrible mutant géant. Un film que je vous recommande chaudement, que vous trouverez très facilement en DVD, qui a été pourtant sorti en France et personne n'en parle. Mais voilà, si vous avez l'occasion de le voir, vous ne regretterez pas. Là donc les Master Grade de Patlabor qui sortaient pour l'occasion, avec ici par contre la nouveauté, c'était les versions Reactive Armor de Patlabor 2. 3D Book, pardon. Je pense pas l'avoir celui-là, mais j'avais tellement de bouquins sur Patlabor. Night of Gold version 3 Wave, je crois que je vous l'ai présenté celui-là. Et là pareil, ce doré là il sort pas de nulle part. Alors là par contre c'est quelque chose que je ne connais pas. Figurine avec des filles assez peu vêtues. Là par contre je pense que c'est issu de Super Robot Tyson. Ça me dit quelque chose, mais alors je vois plus d'où ça sort. Ah, du Geta Robot, ouais, Shin Getter surtout. Là aussi ça avait beaucoup de succès ces trucs là, mais
c'était transformable, mais en garage kit quand même, si je me rappelle bien. Là, par contre, c'était un jouet avec le Galada, qui est un des monstres et robots géants ennemis de Mazinger Z, si je me rappelle bien. Là, alors ce personnage là me dit quelque chose, mais évidemment je n'arrive pas à lire. Narusegawa. De quoi c'est tiré ça? Vous me le direz en commentaire. Là, c'est une autre série dont j'arrive plus à lire le nom. Gaogaiga, je pense. Sayaritsuki, je ne sais sincèrement pas d'où ça sort. Et là, Kikaider 00. Un petit peu de Kamen Rider. Je suis pas trop tokusatsu, mais il faut quand même bien admettre que Kamen Rider, il y a des designs et des armures de fou, quoi. Du Star Wars Aquin, diorama avec les figurines qui était pourtant pas si récente que ça en 2002, qui propose la Cantina. Bon, malheureusement c'est les figurines de 95-96, mais bon, pourquoi pas. AT-AT Driver, donc des figurines au 1/6. Là ça nous change un petit peu quand même, une figurine d'une grenouille, puis un beau morceau quand même. Blitz Bomber, le Mitsubishi 262A. Ok, on a eu tant que ça. Bon, là on arrive sur la partie j'allais dire réaliste, hein. Donc avion, char avec le Panzer. Le gris, bon, Ferrari de 2001. Là, partie sur Max Watanabe qui m'a présenté des méthodes. Là, voilà, on sous-couche en noir, ensuite on reprend ça à l'aérographe en blanc et petit à petit on obtient ça avec donc du coup un pré-ombrage, quoi, quelque part. Faut faire attention, voilà, il explique ses méthodes. Et pour cela, il est aidé d'une jolie jeune femme, histoire de tirer le chaland, j'imagine. Ça doit être, je pense, les différentes cyanoacrylates qui existent au Japon. Peut-être les cols bicomposantes. Oh, Micronaute. Donc, là. De la pub. Il y en a des choses, hein, vous voyez. Ça fait des pages. Donc là, on revient sur le tank, la Ferrari. Ça, c'est quoi? Je sais plus. Ah, mais si. Les 12 royaumes. 12 royaumes qui est sorti chez Kazé il y a bien des années. Des figurines notamment d'Appleseed qui n'étaient pas encore sorties en film d'animation, qui sortira en 2005. Donc là, hop, il y aura Xéphon. Et là c'est dans Ultraman, ça je sais plus. Ça, faudra que je vous présente ça aussi. C'était on va dire des gâchapones, quoi, mais ça traîne dans mon coin de tournage depuis au moins 2 ans et je vous ai toujours pas présenté tout ça. On va que je vous les présente. Pareil pour les Dirty Pair, normalement je les ai. J'ai du Nadia et du Genax aussi. Parce que tout ça c'était des gâchapones. Figurine, Sofubi. Là, je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air sympa. Là, il montrait le TIE Fighter de chez Fine Malls. Ici, plutôt des figurines de jeux vidéo avec du Street Fighter et du Vampire Hunter. Terminator.
Là, plutôt le coin Hasbro Takara Transformers. Ouais. On ne sait plus où est la pub, où est l'article. Intéressant quand même là, c'est l'arme qu'on voit, si je me trompe pas, dans Stargate. Là, du Microman. Là, c'était un Zaku qui était radiocommandé. D'ailleurs, là, je vois que j'avais marqué ça avec un morceau de ticket de la Glooby Bulganite. C'est fou, ça. Et ce truc-là était fou aussi et beaucoup trop cher. Donc là, les jouets Star Wars, c'est pas ce qui manquait, avec notamment la prélogie qui sortait à ce moment-là. Spider-Man The Movie qui était effectivement sorti l'année d'avant. Mais donc du coup, comme il y avait toujours un décalage d'1 an avec le reste du monde au Japon, j'imagine que ça venait de sortir là. Du Mazinger et du Goldorak. World Hobby Festival, Yokohama. Donc là, c'est plutôt pour montrer les différents événements du moment. Là, listing. Pub. Bon, écoutez, on va arrêter là, hein. Voilà. Donc vous voyez que je l'avais acheté en France en euros, 13,90 €. J'imagine que c'était à Junko. Alors c'est de 780 yens au départ, donc 2 fois plus cher qu'au Japon. Mais quand on trouvait un Hobby Japan, il y avait intérêt à le prendre parce que ça se vendait pas par milliers. En France, c'était plutôt par une petite dizaine peut-être. Voilà. Puis après, je me suis rattrapé avec des achats d'occasion, notamment à Book Off. Puis pas qu'un peu, parce qu'à Book Off, je pouvais trouver ce genre de magazine, même si c'était pas celui du mois, à peut-être 2 €. Voilà, donc vous voyez un petit peu la différence. En tout cas, je suis bien content de vous avoir présenté ce numéro de juin 2002 de Hobby Japan. Voilà, donc j'espère qu'éventuellement ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout. Prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre Hobby Japan.